Hi guys, c'est parti pour la review de l'épisode 8 de la saison 8 de The Walking Dead et on va revenir sur l'ensemble de l'épisode. Un épisode qui commence avec un flashback, le flashback qui est survenu juste après ce qui s'est passé avec Siddiq, c'est-à-dire, souvenez-vous, donc Carl avait rencontré Siddiq pour la première fois, Rick n'avait pas apprécié que cet étranger s'approche de Carl et donc avait tiré en l'air pour le faire fuir. Donc là on en est juste après, donc Carl n'a vraiment pas apprécié ce qu'a fait son père, ça c'est le cas de le dire, mais au-delà de ça, il va quand même essayer de raisonner son père, comme le fils qui raisonne le père, je dirais que c'est un peu le monde à l'envers, mais effectivement, Carl a pris beaucoup en maturité, il est plus aussi impulsif qu'il était la saison dernière, c'est-à-dire quand il était monté dans le camion et avait essayé de tuer les Saviors. Là, il est en train de se dire, mais finalement, on va pas buter tout le monde, il va falloir quand même qu'on installe dès maintenant le monde que l'on veut avoir pour après, c'est-à-dire qu'il va bien falloir commencer quelque part, et c'est maintenant que ça commence. Et que l'espoir ne suffit pas, mais qu'il faut dès maintenant commencer à agir. Et voir Carl nous parler du futur avec autant d'espoir, ça nous rappelle quand même le rêve de Rick dans le premier épisode de la saison 8, dans lequel on voyait que Carl allait à l'école, que Judith avait vraiment grandi, Michonne allait très bien et d'ailleurs n'avait pas vieilli. Bon, lui, il était un petit peu vieux, avait l'air d'être handicapé puisqu'il a une petite canne, a du mal à marcher. Et en tout cas, il a vieilli. Et à l'extérieur, tout est beau, tout est magnifique. Et en fait, vraiment, la communauté d'Alexandria prospère. Et néanmoins, c'est là où j'étais étonnée, c'est qu'en fait, on n'a pas revu cette portion du rêve ou même la suite du rêve. Je m'attendais vraiment à ce qu'on voit la suite, mais je pense que du coup, ça sera plutôt pour l'épisode 9. En attendant tout ça et cet avenir qui ne se passera pas exactement comme Rick aurait voulu qu'il soit, bah pour l'instant, il y a quand même beaucoup d'ennuis. À la grande peur de Rick, Negan a réussi à s'en sortir, grâce à Eugène d'ailleurs. Bon, Eugène qui va avoir tellement de morts sur la conscience. En tout cas, Rick qui arrive avec les JPK. Les JPK qui, comme je vous l'avais dit, je le sentais bien qu'ils allaient encore nous faire un coup de Trafalgar, qu'il y allait avoir encore un retournement de situation. Je les voyais même, pourquoi pas, aller avec Negan à Alexandria, enfin je sais pas en tout cas, ou avoir aidé Negan pendant que Rick était enfermé, quelque chose comme ça. En tout cas, pour moi, c'était sûr qu'il allait avoir un truc. On peut jamais leur faire confiance, ça c'est sûr et certain. Donc du coup, comment ça va se passer une fois que Rick et les autres vont sortir de tout ça? Est-ce qu'ils vont aller se venger ou autre? Très bonne question. On retrouve Enid et Aaron qui sont en route pour aller à Oceanside. Alors là, j'ai envie de dire, pourquoi? J'ai envie de dire, mais pourquoi mettre encore un truc parallèle au scénario de base? Mais en fait, Aaron et Enid, on s'en fout un petit peu. Oceanside, techniquement, je m'attendais vraiment pas à ce qu'on reparle d'eux maintenant. Pour moi, comme je vous avais dit, c'était vraiment les renforts à la fin de la saison 8. Du coup, je suis déçue d'entendre déjà parler de ces femmes-là, parce que pour moi, c'était clairement pas le moment. Surtout que là, clairement, dans la tête, on a autre chose à faire, en fait. On est déjà en train de penser à Negan et Alexandria, Negan et la colline, Negan et le royaume. Mais alors, Oceanside, qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait? Et puis, Aaron qui est en train de parler d'Eric et tout ça. Bon, Eric, voilà, je veux bien qu'il fasse son deuil, mais s'il vous plaît, arrêtez de l'inclure dans tous les dialogues d'Aaron, ça devient chiant. Je peux comprendre, c'est normal, mais j'avoue que tout le monde s'en fout, en fait, d'Eric, très clairement. Donc, il s'inquiète un petit peu de comment ils peuvent être reçus, parce que c'est vrai que Nathaniel n'est pas très commode et n'a pas apprécié le coup de force qu'avait fait Rick sur sa communauté pour récupérer les armes. Ils vont pas leur dérouler le tapis rouge. En tout cas, donc il se passe une scène de nuit, donc effectivement ils ont l'air d'être proches d'Oceanside, et donc on se dit que forcément ce sont les femmes d'Oceanside qui sont là, donc quand il y a le petit moment de suspense où il y a Enid et Aaron qui sortent avec leurs armes, on se doute que c'est elle. En tout cas, le problème étant que Nathania va attaquer Aaron en lui faisant comprendre qu'il n'aurait jamais dû revenir. Donc là, très clairement, pour Nathania, c'était un aller simple, c'est-à-dire il prenait les armes et plus jamais il revenait, sinon il se faisait buter. Je pense que clairement, dans sa tête, c'était ça. Donc là, elle a assommé Aaron. Enid ayant vu Aaron se faire attaquer, forcément, elle va attirer sur la personne qui est en train d'attaquer Aaron. Ça, c'est d'une logique sans faille. Sauf qu'il se trouve quand même que c'est la grand-mère de Cindy, et que par conséquent, déjà par rapport à tout ce qu'ils ont fait, donc là non seulement ils avaient laissé ces femmes sans armes et donc sans défense, mais en plus là Enid vient de tuer la grand-mère de Cindy, c'est-à-dire en plus la chef de toute cette communauté. Alors effectivement ça peut mettre fin à tout ce côté un petit peu paranoïaque et tout, justement où on se dit bah non, il faut vraiment qu'on reste en autarcie, on reste entre nous et on ne fait confiance à personne d'autre, on veut pas qu'on nous retrouve et de toute façon tant qu'on est ensemble, rien ne peut nous arriver. Donc peut-être que finalement le fait que Nathania soit morte, ou peut-être qu'elle est pas morte et qu'elle est juste blessée d'ailleurs, ça peut ouvrir les portes à un autre point de vue, à d'autres choses, et peut-être une collaboration entre Oceanside et les autres communautés. Tout comme ça peut aussi mettre en difficulté Aaron et Enid qui sont tous les deux là-bas, et qui plus est, qui est au courant qu'ils sont allés là-bas? Je ne sais pas. En tout cas, quand Enid parle avec Aaron dans la voiture, à un moment donné, elle mentionne Carl avec un petit sourire. On voit qu'elle est amoureuse et tout ça. Je pense que ça va lui faire un sacré choc de savoir que Carl a été mordu. Peut-être même qu'elle va même pas le revoir. C'est-à-dire, ça dépend. Si elle se fait séquestrer par Oceanside, ça va être compliqué de revenir. Et donc, d'ici là, c'est vrai que Carl risque de mourir. Du côté de la colline, on a un espèce de petit remake du season finale de la saison 6. Ça me rappelait les Saviors qui bloquaient la route à un moment donné. Donc là, c'était des arbres. Très clairement, on sentait le guet-apens. Le problème étant
comment ils étaient au courant qu'ils allaient tous au sanctuaire? Bon, techniquement, on peut se dire que logiquement, on en déduit que de toute façon, au final, ils allaient bien retourner au sanctuaire pour finir leur travail. Comment ils pouvaient savoir qu'ils allaient être là à ce moment-là? Donc là, effectivement, on peut encore se poser la question si la théorie du traître, du coup de la traîtresse, serait encore viable, sachant qu'en plus, la possible traîtresse est dans la voiture. Simon fait le fanfaron avec son ultimatum, donc là on a Jerry qui est en danger. Alors moi j'étais non, ils vont quand même pas le tuer et tout, en plus c'est un personnage sympathique, donc pourquoi pas ajouter une mort d'un personnage qu'on aime beaucoup à cet épisode. Là ils ont tué quelqu'un qui n'était pas vraiment de grande importance, hein, c'est quelqu'un qu'on connaissait à peine, mais par contre c'est vrai que pour Maggie ça fait un gros choc émotionnel qui va la faire totalement basculer, et dans la tête de Maggie il va y avoir tellement de choses qui vont lui revenir en tête, donc effectivement Sacha, mais aussi Glenn, parce qu'en fait, car très clairement, au moment où elle retourne à la colline, qu'elle choisit un savior pour le buter, alors moi j'étais assez choquée parce que, surtout en plus, Jesus qui n'a même pas le temps de dire un mot, c'est-à-dire que là en gros il se dit non mais attends, je vais pas l'énerver parce que là c'est clairement pas le moment, je disais je peux pas trop lui dire quoi que ce soit, parce qu'au final, même si j'ai essayé de les défendre, de toute façon ils se mettent dans des beaux draps tout seuls parce que ils sont vraiment sadiques en fait. Donc peu importe ce que je dis, en fait là j'ai très clairement tort, donc il peut pas dire grand chose vraiment. Alors ce que j'ai bien aimé c'est toujours Grégory qui est en mode ah ouais non mais attends pourquoi c'est lui qui sort et tout, au final vaut mieux que ce soit le savior qui se fasse buter plutôt que lui quand même, donc bon je trouve ça assez marrant. On avait Grégory 2 secondes mais ça m'a fait rigoler, voilà, du grand Grégory comme toujours. Maggie qui décide donc de buter un savior de sang-froid, clairement. Il n'y a même pas d'hésitation, hein. C'est clair et net. Elle a choisi quelqu'un qui avait voulu tuer Jesus, donc en plus de ça, ça veut dire qu'il a encore moins de choses à dire derrière. Et quand on la voit pleurer, c'est vraiment, on a l'impression que c'est un éternel recommencement. On se dit, on se revoit à nouveau à la fin de la saison 6, début saison 7, on se dit, mais en fait, pourquoi ils ont fait tout ça? Parce qu'au final, on en revient à la même chose, c'est-à-dire les gens meurent encore une fois et ils sont encore très très forts les saviors. C'est-à-dire que même s'ils ont descendu tous les avant-postes et tout ça, ils ont buté plein de saviors, qu'ils ont récupéré un gros arsenal. Mais c'est encore la merde, il y a encore des gens qui vont mourir. Et là, effectivement, heureusement qu'à Alexandria, il y a eu Carl qui a eu quand même un peu de jugeote et tout, qui a réussi à protéger tout le monde. Parce que sinon, c'était hécatombe et on en revenait encore à la base. Et peut-être même pire, parce que là, on se retrouvait avec encore moins de personnes pour combattre. Et là, peut-être même que c'était foutu. Et Maggie, je la sens vraiment dans un mood où ça va pas s'arranger, où là, très clairement, elle est en train de faire aussi son ultimatum à elle. C'est-à-dire que Simon lui fait un ultimatum, elle en fait un également, pour montrer que eux aussi, ils blaguent pas. Alors oui, peut-être qu'ils tuent aussi une personne pour faire l'exemple, mais elle va faire un à chaque fois si les saviors ne s'arrêtent pas. Évidemment, je vois pas ce genre de chantage fonctionner sur Negan, très clairement. Pour lui, ces hommes de main savent qu'il y a des risques, donc du coup, s'ils doivent mourir, c'est la vie. En tout cas, tout ce qui risque de se passer, c'est plutôt que Negan essaye d'attaquer la colline. Et là où les saviors sont plutôt malins, c'est que effectivement, ils vont pas buter tout le monde parce qu'ils savent très bien qu'ils ont besoin d'eux pour manger. Donc, buter quelqu'un à Alexandria, c'est une chose. Récupérer au royaume tous ceux qui sont dans de bonnes conditions physiques pour réparer le sanctuaire, mais aussi ils récupèrent cette fois. Alors là, on est dans un échelon supérieur, c'est-à-dire que là, ils récupèrent tous les vivres du royaume, sauf le minimum vital vraiment pour qu'ils puissent vivre pour travailler. Donc là, c'est même plus la moitié ou quoi, c'est même plus de la négociation, là c'est totalement de l'esclavage, donc là on est dans un échelon tellement supérieur. Et la colline, pourquoi Simon ne s'en prend pas à eux? Parce que de toute façon, ils vont cultiver. Donc c'est clairement la communauté qui a le plus de culture. Niveau réserve de nourriture, c'est clairement eux qui peuvent faire vivre le sanctuaire. Donc là, clairement, ils vont pas tuer des gens qui les font manger. Donc effectivement, il y a toute une sorte de punition qui s'est installée, mais une punition quand même intelligente. On ne punit pas n'importe qui, on ne tue pas n'importe qui. Le but, c'est que Negan garde son pouvoir, mais qu'en plus, il puisse toujours nourrir toutes les personnes qui sont au sanctuaire. Au royaume, Ezekiel est toujours dans la tourmente, sauf qu'il se rend compte par une lettre de Jerry que ce dernier est quand même parti au combat, malgré tout ce que peut dire Ezekiel, que effectivement c'est un combat perdu, que ça sert à rien, etc. Finalement, Jerry, il est quand même allé sans lui. Il fait comprendre qu'il a toujours foi en lui, et même ses sujets, quand Gavin arrive et leur demande très clairement de balancer où se trouve le roi, malgré le fait que beaucoup de gens sont morts, beaucoup de soldats du royaume soient morts à cause d'Ézéchiel, entre guillemets, personne va le balancer, ça reste le roi. Alors oui, le roi peut faire des erreurs, oui, le roi n'est pas infaillible, mais en tout cas, le roi ne mérite pas de mourir, et donc ils ne vont pas le livrer aux Saviors. Je pense que entre ce qu'a fait Jerry et ce qu'ont fait ces sujets pour lui, là c'est vraiment là où il se rend compte, ouais, mais quand même, je vais pas laisser les gens mourir à ma place, je vais quand même faire quelque chose, et donc il va se livrer aux Saviors, mais bon, je pense très clairement que Morgan va le sauver, ça c'est clair, Carol va trouver un moyen aussi. En tout cas, Ezekiel a retrouvé de sa superbe, d'ailleurs on le voit sourire à la fin de l'épisode, quand il y a le gros plan sur lui, on le voit sourire, ça refait repenser à
Yet I smile, donc ce qu'il disait tout le temps, la phrase qu'il disait pour être optimiste. Donc on le retrouve un peu dans son mood de départ, finalement, il s'est mis un coup de pied aux fesses, et je pense que de toute façon, là, il est prêt pour jusqu'à la fin de la saison. Alexandria, on a l'impression pendant tout un moment, tout va bien, tout est cool, tout se passe bien, oui, alors on a Tara et Daryl qui sont totalement confiants, à chaque fois ils disent ça a fonctionné, on n'a plus qu'à aller les cueillir et c'est terminé, voilà, merci, au revoir, c'était facile, alors qu'en fait ils savent pas du tout ce qui se trame, donc ils sont tous en train de se discuter, oui, je suis désolée, ceci, cela, oui, on rigole un petit peu, tout va bien, jusqu'au moment où, pam, 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 Negan arrive et là, le choc, et moi j'attendais avec impatience justement ce moment où ils allaient se dire putain on a foiré quand même, et j'attendais une confrontation et tout ça, vraiment que tout le monde se sente coupable et tout ça, mais bon, ça à mon avis ce sera dans le prochain épisode, mais déjà à la fin de l'épisode on sent que par rapport à Rick il va falloir donner quelques petites explications. Negan qui arrive, qui a un dialogue assez proche de celui du comics mais qui n'est pas exactement le même, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus similaire, mais bon c'est pas très grave, hein. Et là Carl qui ne se démonte pas, donc il y va, hein, clairement. En plus je pense que Carl est très conscient du fait que Negan l'aime beaucoup, hein. Clairement, je pense que même si Negan est un sadique, etc., un monstre, il est conscient quand même qu'il a beaucoup de sympathie pour lui et qu'il le respecte énormément. Et quand même, c'est le seul personnage qui va faire taire Negan, c'est-à-dire quand il dit tue-moi et tout, est-ce que t'as vraiment envie d'être cette personne-là, est-ce que t'es content de toi et tout, voilà. Et clairement, le fait de se dire qu'il peut se sacrifier pour le bien de tout le monde, Negan, il est un peu sur le cul. Attends, mec, le gamin, quel âge, je veux dire, il est plus courageux que n'importe qui d'entre nous. Je veux dire, c'est pas Negan qui irait faire quelque chose comme ça. Lui, il protège les gens et tout, mais alors se mettre en première ligne et tout pour se faire buter, se sacrifier, ça, c'est pas son genre. Donc se dire qu'un gamin comme ça arrive à avoir assez de coronesse pour se planter devant lui et dire tue-moi, waouh! Mais même d'ailleurs, il leur dit à Rick derrière, il dit quand même, ton fils, il était prêt à mourir et tout, c'est quoi l'éducation que tu lui as donnée et tout. C'est vrai que, dit comme ça, c'est un peu perturbant. En tout cas, il s'est tué, il a rien pu dire, mais bon, juste avant, on a quand même un espèce d'échange de balles en se disant, quand Carl est en train de dire, oui, mais on a des familles et tout ça, et Negan est en train de dire, oui, mais aussi, on a des enfants et tout ça, tu les as vus au sanctuaire. Et toujours Negan qui est toujours dans le déni total, à se dire, on est peut-être les méchants pour toi, mais vous êtes un petit peu les méchants aussi, et alors que c'est pas dans la même mesure, c'est pas du tout dans le même degré, ça n'a rien à voir. De toute façon, Negan, c'est le méchant, mais il essaie toujours de se justifier, en fait. Et on se dit que ça ne va jamais finir parce que Negan a trop d'ego pour reconnaître qu'il a tort. Pour lui, tout le monde devait suivre ses plans, ses règles, et s'ils ne suivent pas, c'est tout simplement, ce sont les méchants, ils sont en dehors des règles, donc ils nuisent à la vie des autres et surtout au bon fonctionnement de son système. Carl a réussi un petit peu à faire diversion, ensuite on voit qu'il utilise des fumigènes. En fait, les fumigènes, ça va tout simplement servir à cacher le fait que tout le monde va aller dans les égouts, très clairement, parce que sinon, de toute façon, Negan s'en rend compte et puis hop, les Saviors dans les égouts. Et je pense que vu l'arsenal qu'ils ont, à mon avis, les deux communautés s'entretuent, ça c'est clair et net. Dans les égouts, je pense que des grenades, des lance-grenades et tout, ça le fait pas trop. Il se met en avant, il se met en danger pour que les autres puissent se cacher. Déjà, je suis en train de me dire, mais comment vous pouvez tolérer qu'un gamin, il aille se mettre en danger pour que vous puissiez aller vous cacher dans les égouts? Bon, bref. Donc on est en train de se dire, mais à quel moment il va arriver un truc à Carl? C'est trop bizarre. Surtout qu'en plus, on voit Carl quelques minutes auparavant en train d'écrire ses dernières volontés, une espèce de testament ou je ne sais pas, une lettre d'au revoir, une lettre d'adieu. Donc on comprend qu'il va se passer quelque chose de pas très bon pour lui. Si en plus on a entendu parler des rumeurs de spoilers de mort et tout, l'affaire elle est faite. Carl qui est prêt à y laisser sa vie pour un monde meilleur quand même. Et même à un moment donné, il est en train de dire Negan, mais au final on peut tout arrêter comme ça et repartir à zéro, on peut tous, au final il suffirait juste d'arrêter tout votre bordel et puis c'est fini. Si c'était si simple, malheureusement. En tout cas, il y a vraiment des explosions de partout. Alors, il y a certaines explosions, elles sont un petit peu bizarres. Bon, c'est The Walking Dead, je veux dire, à un moment donné, on n'est plus trop étonné et tout, et je vais pas revenir là-dessus 350 fois, parce que vous savez ce que je pense des effets spéciaux, etc., etc. Mais vraiment, de voir Alexandria enflammer tout, c'est très symbolique, en fait. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que quand, justement, Carl est en train d'écrire ses dernières volontés, on voit que sa chambre est vide, parce qu'au final, les Saviors ont tout pris, ils ont pris tout le confort, rappelez-vous, ils ont brûlé les matelas et tout ça, juste par plaisir de foutre la merde, très clairement, et Michonne, d'ailleurs, avait la rage, et c'est pour ça qu'elle est partie toute seule faire sa vendetta. Et là, le fait de tout brûler, en plus, Negan qui dit « Ah bah oui, ça aurait été bien utile, ces panneaux solaires et tout », c'est vraiment clairement symbolique, c'est brûler tout, brûler l'espoir, c'est brûler leur confort, c'est brûler leur façon de vivre, c'est tout, en fait, c'est tout détruire, c'est vraiment pas juste tuer quelqu'un ou autre, c'est vraiment la destruction pure, que les gens repartent à zéro, ils se disent « Bah oui, mais on n'a plus rien, donc finalement, on n'a plus le choix maintenant que de tuer Negan ». Dwight, de son côté, fait
ce qu'il faut. Néanmoins, j'ai l'impression que ça suffit jamais pour Daryl, parce que même s'il se met en danger, qu'il se prend une balle et qu'en plus maintenant tout le monde va savoir que c'est un traître puisque Laura est partie dans la nature en important son secret. Laura d'ailleurs, où il y avait une théorie par rapport au fait que l'actrice avait posté un tweet, donc tout le monde était parti du fait que Laura s'en irait du sanctuaire avec Eugène. Au final, si elle tire une balle dans le bras de Dwight parce que c'est un traître, je pense pas que ça va arriver, c'est bizarre. Donc Dwight qui ne peut clairement pas retourner au sanctuaire. Il y a beaucoup de choses qui diffèrent du comics parce que là, clairement, dans le comics, Dwight il est encore là pendant tout le temps, en fait, tout le temps de la guerre, pour veiller à ce que son plan marche de l'intérieur. Donc du coup, on peut se dire, est-ce que Eugène va prendre le relais? Eugène qui a un petit peu des remords et tout, on va y revenir. Dwight qui va se retrouver avec Alexandria, Daryl qui va devoir faire avec. On voit que, en tout cas, il ne le porte toujours pas dans son cœur, ça n'a pas changé. Il y a juste Rosita, par contre, qui l'aide un petit peu et tout. Rosita qui devient un petit peu meilleure à chaque fois, qui fait son mea culpa par rapport à ce qu'elle a fait avec Sacha. J'ai trouvé ça intéressant qu'elle dise qu'elle pouvait pas blâmer Daryl et Tara pour ce qu'ils ont fait, parce que elle, très clairement, elle a fait quelque chose dans son coin et elle a consulté personne et ça a eu des conséquences incroyables. Et en même temps, elle leur dit comme ça que finalement, même s'ils n'avaient pas fait ça, peut-être qu'ils auraient trouvé un autre moyen de venir. Enfin voilà, c'est un peu hypocrite, je trouve, pour le coup, parce que très clairement, s'ils n'avaient pas fait ça, je pense que le plan aurait beaucoup mieux marché, ça c'est clair et net. En tout cas, elle est plus dans la colère et elle est plus dans l'acceptation, elle fonce plus tête baissée et elle réfléchit beaucoup plus. Eugène, comme je m'y attendais pas, est resté au sanctuaire et va accorder à Gabriel ses dernières volontés, c'est-à-dire d'emmener le docteur Carson à la colline pour que Maggie puisse être suivie pendant sa grossesse. Donc Eugène qui fait comprendre, oui, je t'aide Gabriel, mais en même temps je t'aide pas trop, c'est-à-dire que il se trouve que j'ai juste neutralisé un garde, c'est-à-dire un peu s'il n'avait pas buté. Mais voilà, je veux dire, il laisse une petite porte ouverte et après les autres se débrouillent. Donc on n'est pas sûr que le plan d'Eugène va fonctionner parce que finalement ça peut très bien capoter, que le docteur Carson tombe sur le savior qui sort des toilettes ou quelque chose comme ça, et puis là ça peut être tout un délire. Et surtout la question c'est comment Eugène pourra justifier à Negan, si vraiment le docteur Carson arrive à s'enfuir avec Gabriel, comment il va justifier ça? C'est-à-dire que là pour le coup ça fait beaucoup de choses qui arrivent pendant qu'il est là. Alors effectivement on se dit que comme Dwight va se retrouver avec Alexandria, que Laura peut très bien retourner au sanctuaire et expliquer tout à Negan. En plus Eugène a le fameux enregistrement avec les aveux de Dwight, il peut très bien tout mettre sur le dos de Dwight et donc être lavé de tout soupçon. Je pense que ça peut être la seule possibilité parce que sinon elle risque de passer un très mauvais quart d'heure. En tout cas la question c'est pourquoi Eugène ne veut pas partir avec les autres? Est-ce que c'est parce qu'il pense toujours que Rick et les autres vont perdre? Je pense que c'est toujours ça et en tout cas il y a moyen pour qu'il fasse quand même capoter le plan de l'intérieur, comme je disais, comme dans les comics Dwight est là normalement jusqu'au bout avec Negan, en tout cas contre lui, et donc fait en sorte que le plan marche à l'intérieur des Saviors. Bah là pour le coup vu que Dwight n'est plus là, il y a forcément Eugène qui va prendre le relais. On a droit à un combat entre Negan et Rick et là je m'attendais vraiment pas et c'était vraiment super sympa. On voit vraiment que les acteurs, enfin je sais pas, il y a une alchimie en fait qui se passe. Je sais que les acteurs s'aiment beaucoup, ça c'est clair. En tout cas avec Andrew Lincoln ils s'entendent très bien et vraiment ça se voit à l'écran en fait. C'est ça qui est assez dingue et quand il se renvoie à la balle comme ça. En tout cas Negan qui a envie de faire souffrir Rick pour ce qu'il a fait, c'est-à-dire que oui il voulait récupérer Ezekiel et le mettre sur le grillage devant le sanctuaire. Néanmoins pour Maggie c'est vrai qu'il a changé d'avis, à moins que ce soit Simon qui encore une fois ait décidé des choses sans le consulter. Et là on en reviendrait à ma théorie sur Oceanside qu'effectivement Simon ferait des choses derrière le dos de Negan sans le consulter. En tout cas Negan veut que Rick soit découpé en petits morceaux vivants avant de le jeter en pâture au rôdeur et devant tout le monde. Le problème c'est qu'en faisant ça de toute façon ça en ferait un martyr et c'est pas certain que les autres n'essayent pas de se venger. Il a beaucoup apprécié ce qu'a fait Carl, il le respecte énormément et là on se retrouve dans une situation qui est assez similaire à celle de la saison 2 avec encore quelqu'un qui veut récupérer Carl, qui veut l'éduquer à sa façon. Donc on avait Shane et maintenant dans la saison 8 on a Negan. Negan qui travaillait en plus avec des enfants donc il sait comment s'y prendre avec eux. Il aimerait beaucoup que Carl rejoigne ses hommes de main donc c'est du coup se demander est-ce que vraiment à la fin de la saison 7 il allait tuer Carl. Rick arrive donc à s'échapper, évidemment on s'attendait pas à ce qu'il finisse Negan comme ça et puis hop ça y est merci au revoir, pas du tout. Michonne pendant ce temps-là redevient la Michonne d'avant. Là elle est tellement traumatisée qu'on la revoit redevenir comme au tout début on l'a connue en fait, c'est-à-dire un petit peu sauvage et tout ça et même Rick il est obligé de la calmer et tout et elle l'amène dans les égouts tout ça. Et donc va arriver cette fameuse scène où Rick va rentrer dans les égouts et je trouve que la scène était vraiment lourde de sens en fait, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de mots, il n'y a pas eu beaucoup de dialogue, il n'y a pas eu beaucoup de choses, mais juste les regards, juste le placement des personnages
en fait beaucoup de choses montraient en fait, on pouvait se dire les dialogues dans la tête, c'est-à-dire que le moment où Rick il est en train de regarder Tara avec un regard assez en colère et que Tara est vraiment voilà, elle se sent pas très très bien parce qu'elle sait qu'elle fait quelque chose de mal. On peut supposer que Rick est au courant d'une façon ou d'une autre de ce qu'ont fait Tara et Daryl. Donc elle est vraiment voilà, je suis désolée tout ça. Rick a clairement un regard réprobateur. Ensuite Rick passe devant Daryl, on a l'impression que c'est un petit peu comme s'il ignorait. En tout cas, il est en train de caresser la tête de Judith parce qu'il est content qu'elle soit en sécurité. Tout le monde est en sécurité et ça c'est grâce à Carl. On va ensuite voir Siddiq. On voit Rick qui le regarde en mode mais qu'est-ce que tu fous là en fait? Comment t'es arrivé là? Bon, il doute évidemment que c'est Carl. Et là, Carl qui est mal en point. Et de toute façon, c'est la confirmation de ce qu'on se doutait tout au long de l'épisode. À chaque fois qu'on voit Carl qui est sur le point limite de sacrifier, de faire des choses vraiment très très dangereuses, on se dit que ouais, c'est quelque part parce qu'il sait que c'est bientôt fini. Là, on comprend qu'effectivement, il a été mordu. La plaie, elle est pas super profonde, mais on sait que de toute façon, une fois que on est mordu, c'est fini, surtout mordu au ventre. Là, on peut pas découper de morceaux ou quoi que ce soit, ça ne pourra pas faire grand chose. On va pas nous faire le coup de Carl immunisé, ça serait complètement insolite et n'importe quoi. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui arrêteraient la série si on faisait un coup comme ça. Mais du coup, on en vient au sujet. Donc, Carl qui mourrait, donc à partir de, qui mourrait dans l'épisode 9. Donc, ça va donner quelque chose d'assez incroyable. Et là, on est clairement à ce qui est le plus différent des comics, c'est-à-dire que là, clairement, dans ce qui se passe dans les comics, alors, je ne veux pas dire que Carl c'est quelqu'un de super important en ce moment, en tout cas, c'est pas le personnage principal du comics ou quoi que ce soit, il n'a pas pris le leadership à la place de Rick ou quoi que ce soit, hein, clairement pas. Néanmoins, juste après la guerre contre Negan, il y a tout un arc où il est essentiel, et je ne vois pas qui peut le remplacer, c'est-à-dire qu'en plus, il n'y a personne de son âge, je vois pas non plus pour l'instant Rick, il n'a pas de remplaçant à Carl en plus, enfin voilà, il considère pas quelqu'un d'autre comme son fils. Il n'y a que Judith. Judith est toute petite, donc à moins de faire un time jump énorme, je vois pas trop. Donc là, c'est la question de se dire comment on va remplacer les intrigues, comment on va donner aussi envie à Rick de continuer à se battre si son fils est mort en fait. C'est-à-dire que Judith, en plus, c'est très bien que c'est la fille de Shane, donc techniquement, de son sang, il n'y a plus personne. Et je me dis, mais ils ont eu les coronets de le faire, c'est-à-dire que tout ce qu'on leur a reproché de tout le temps suivre un petit peu trop les comics, ou parfois justement de pas prendre trop de risques, de pas avoir de morts assez importantes ou autres. Par exemple, bon, la saison 7, c'est vrai qu'il y a eu Glenn et Abraham, mais bon, après, bon, c'est vrai que Sacha, bon, c'était un peu moins intéressant et tout. Mais on voulait quelque chose d'assez impactant et tout, et là, on nous fait mourir Carl, le fils du personnage principal. Je veux dire, celui qui, techniquement, on s'imagine prendre la relève par la suite, parce que c'est le fils, donc l'héritage, etc. Enfin, voilà. Moi, j'ai même un spin-off, The Walking Dead, l'héritage, je sais pas, The Walking Dead Legacy. Là, c'est incroyable. Je veux dire, on peut faire mourir des personnages principaux et tout, ça arrivait dans beaucoup de séries que je regarde. Mais le fils, c'est toujours celui qui reprend le flambeau derrière. Je sais que vous voyez de quelle série je parle, et à chaque fois, c'est ça, les enfants reprennent le truc derrière. Donc là, on coupe clairement, à la racine, c'est hop, stop, et du coup, qui reprend tout ça? C'est-à-dire que le jour où Rick meurt, parce que de toute façon, Kirkman nous a dit qu'il allait le faire mourir dans la série, dans le comics, on sait que ça arrivera dans peut-être pas très très longtemps. Dans la série, on sait pas quand ça va arriver, mais ça finira par arriver. Qui prendrait le relais? Il se pose la question de la discussion entre, il y aura la discussion entre Rick et beaucoup de personnages, parce que Rick, Daryl, Tara, ça viendra après, hein. Comme dit Dwight d'ailleurs, on réglera nos comptes plus tard. Là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que là, je pense que Rick, il s'en fout un petit peu de tout ça, parce que de toute façon, très clairement, Daryl et Tara n'ont rien à voir avec ce qui est arrivé à Carl. En fait, ça, de toute façon, ça n'est la faute de personne. À la limite, il peut mettre ça sur le dos de Siddiq, parce que Carl a voulu sauver Siddiq, mais bon, c'est pas de la faute de Siddiq non plus, hein. Carl a voulu vraiment faire en sorte de montrer l'exemple et tout, de bâtir un monde meilleur, et donc s'est sacrifié en quelque sorte pour ça. Donc Rick ne va pas avoir d'autre choix que de suivre son credo et donc d'aller cueillir des fraises avec Negan après la guerre, hein. Donc va y avoir un moment pour peut-être riposter, parce que les Saviors vont forcément chercher un petit peu partout, donc de toute façon, comme ils l'ont dit dans l'épisode, ils devaient se cacher pour après attaquer plus tard les habitants d'Alexandria. Donc d'abord ça va riposter tout ça, puis après on aura quand même un moment de deuil avec Carl, et après viendront les explications avec Tara, Daryl, Dwight, etc., etc. Beaucoup de questions qui se posent. J'avoue que niveau com, c'est vrai qu'il y a moyen, parce que tout le monde va être au courant de ça, c'est-à-dire que même les gens qui regardent pas The Walking Dead vont être au courant qu'il y a un personnage très important qui est mort, donc ils vont peut-être reprendre la série à nouveau et tout ça, donc c'est super intelligent et en même temps c'est super risqué, quoi. Comment continuer? En plus, il y a beaucoup de fans de Carl, parce qu'il y a quand même aussi un public très jeune, donc bon, il y a beaucoup de gens qui s'identifient à lui, par exemple, donc peut-être qu'ils vont se mettre à dos un public, mais en tout cas, la prise de risque, on peut que la saluer, en fait. On peut pas critiquer ça. Après, maintenant, de la façon dont c'est fait, je vais vous dire, je valide pas du tout, hein. Vous l'avez vu dans la réaction, j'étais... Attendez les gars, vous le faites mourir de morsure.
Alors surtout quand nous, on lit les comics et qu'on sait qu'il y a un personnage important qui meurt d'une morsure et que c'est un truc plutôt épique, plutôt assez dingue quoi. On se dit mais en fait pourquoi vous avez pas fait la même chose? Donc, voilà, à la limite c'est le fait de sacrifier et tout, enfin voilà, de mourir au combat, quelque chose comme ça c'est une chose, mais mourir parce que tu t'es fait mort dans la forêt, non quoi, enfin je veux dire c'est pas Jim, c'est pas, enfin voilà, c'est pas un personnage ABCD quoi, non, faites pas des trucs comme ça. Donc ouais, c'est un épisode, c'était super intéressant, il y avait beaucoup de choses très très bien, maintenant il y a des moments où j'arrivais pas trop à me repérer, il y avait des moments où j'étais un petit peu perdue, je sais pas, c'était vachement délié, limite ça méritait 2 épisodes pour faire ça en fait. Limite, j'aurais préféré qu'on nous enlève un épisode pas terrible en début de saison et qu'on nous fasse ça en 2 parties, ça aurait été plus intelligent. Bon, on a effectivement une deuxième partie puisque l'épisode 9, ça reprendra directement là où on était. Mais c'était assez brouillon. Maintenant, c'était un très bon épisode, c'est un des meilleurs de la série, très clairement. Honnêtement, ça c'est sûr. D'ailleurs, franchement, l'épisode était meilleur que le season finale de la saison 7. Maintenant, voilà, c'est toujours perfectible. Bon, je vais pas toujours tout le temps critiquer pour chercher à critiquer, c'est clair que non. Et surtout, il y a plein de choses que j'ai pas vu venir parce que c'est pas comme exactement dans le comics. Alors que je m'attendais, je me suis dit, bon voilà, Negan qui arrive avec Alexandria, on sait que les grenades, blablabla, on sait comment ça se passe. Bon, je voulais regarder l'épisode sans surprise. À la limite, peut-être, Carl, il va leur arriver un truc, bon voilà. Mais non, en fait, il y avait beaucoup de surprises, beaucoup de choses très intéressantes. Donc, notamment le combat à Negan-Rick, j'ai adoré, franchement, c'était très sympa. Maggie qui se rebelle comme ça, qui bute un mec comme ça, c'est surprenant aussi. Et c'est ça que j'ai envie de voir. The Walking Dead, c'est clairement ça, c'est surprise, c'est être choqué. Voilà, choqué, c'est même pas surprise, c'est être choqué parce que je vois très clairement l'image de Maggie qui bute le Savior comme ça m'a choqué. Carl qui va mourir aussi, ça m'a choqué. Pas mal de choses comme ça et c'est ça que j'ai envie de voir et voilà, c'est pour ça que ce mid-season finale est très réussi pour moi. Et ça augure de très bonnes choses pour la suite de la saison, mais j'ai envie de dire, mais faites-nous tous les épisodes comme ça. Il faut conserver ça en fait, c'est juste une question de dosage, c'est pas que de l'action et que du blabla, c'est voilà, un peu des deux et des choses qui changent du comics aussi parce que là il fallait que ça respire un peu cette saison 8. Maintenant voilà, la mort de Carl est un peu décevante, un peu beaucoup. J'espère que, je sais pas, il va nous faire un truc exceptionnel pour l'épisode 9 avant de mourir. Je sais pas, il va nous faire un truc super héroïque ou je sais pas. Et même pour les acteurs, je me dis ça va être super émouvant de le voir partir parce qu'ils le connaissent depuis tout petit tout. Ça va être... Waouh. Voilà, donc voilà pour ma review sur cet épisode 8 de la saison 8. Globalement, ce mid-season finale a rattrapé beaucoup de points faibles de cette saison. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode ô combien émouvant. Est-ce que vous êtes déçus que Carl meure? Est-ce que vous êtes tout simplement déçus qu'il meure comme ça? Qu'est-ce que vous voyez pour la suite de la saison 8? Et on parlera de l'avenir de la série par rapport aux comics. Donc ça, je ferai une vidéo à part parce que clairement, j'ai pas envie de spoiler les gens qui n'ont pas lu le comics. Donc on en parlera à part. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!